Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Super, merci. Alors pensez bien à couper vos micros pour pas qu'il y ait de perturbations. Alors, en ce 25 novembre, journée, j'ai envie de dire, malheureusement nécessaire, je suis très honorée, très heureuse de réunir des personnalités importantes qui vont échanger sur un sujet qui nous est cher à toutes et à tous ici présents, donc les violences conjugales. Aujourd'hui, on a envie de répondre à quelle prise en charge. C'est vrai qu'on a tous été, à un moment ou à un autre, on s'est tous sentis démunis parce on nous a parlé d'un cas, ou parce qu'une femme ou un homme, parce que malheureusement, on a aussi des hommes victimes de violences domestiques, sont venus nous voir. Aujourd'hui, avec des intervenants vraiment exceptionnels, et je les remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être présents et de partager avec nous ces informations qui vont être précieuses. David Gianolatos, Natacha Paulin, Priscilla Routier-Triard, Sandrine Caloun et enfin René Vogel. Encore merci à vous d'avoir accepté de prendre la parole lors de ce webinaire et de tenter de répondre à cette question, quelle prise en charge? Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette heure, que chacune et chacun puissions nous dire, OK, maintenant je sais quoi faire si j'ai un cas qui vient à moi ou si j'entends parler d'un cas. Donc, je ne vais pas être plus longue. L'idée, c'est pas que je vous raconte ma vie pendant une heure, mais c'est vraiment de prendre le temps d'écouter nos intervenants. Encore une fois, merci à eux. Je ferai la modération avec Alexandre, ici présent. Merci Alexandre d'être là. Nous prendrons après toutes les interventions les questions du chat. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions dans le chat. Et Zaïda, merci d'être présente aussi, reprendra vos questions du chat. Si on n'a pas répondu à ces questions durant les présentations de nos intervenants, Zaïda posera les questions pour nous dans le chat et Alexandre fera une conclusion. Si tout le monde est d'accord pour commencer, parce que l'idée aussi c'était de commencer à l'heure, pour remercier les gens qui sont à l'heure et vous pouvez dire à vos amis qui ont voulu se connecter et qui ne peuvent pas être là à l'heure que de toute façon c'est enregistré et qu'on publiera la vidéo et surtout qu'on fera un petit manuel à diffuser, un petit manuel pratique à diffuser à toutes et à tous. Merci encore une fois et David, je te donne la parole. écoutez, merci beaucoup, donc Amélia, Alexandre, pour votre implication dans les initiatives de solidarité et de protection de nos compatriotes à l'étranger, par le réseau Fibre, mais aussi pour l'organisation de ce webinaire qui me donne l'opportunité de rappeler un petit peu ce qu'on fait au ministère des Affaires étrangères, enfin, de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est une occasion, selon moi, essentielle de rappeler l'importance de notre action collective et de réaffirmer l'engagement de notre département, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour protéger les Françaises victimes de violences où qu'elles se trouvent dans le monde. Donc, en tant que chef du bureau de la protection des mineurs et de la famille, je souhaite mettre l'accent sur un sujet qui nous mobilise aujourd'hui, hein, particulièrement, la protection des ressortissantes françaises qui sont victimes de violences à l'étranger, dans la sphère privée ou d'agressions en dehors, etc., à caractère sexuel ou de genre. Donc les victimes de violences à l'étranger françaises. Euh, En 2023, quelques chiffres, nos postes consulaires ont traité 109 cas de violences conjugales, 41 affaires de viol et 12 cas de mariage forcé. Évidemment, malheureusement, ces chiffres ne reflètent, nous en sommes bien conscients, qu'une partie de la réalité, c'est-à-dire les signalements que nos postes consulaires nous font remonter. Évidemment, sur le terrain, il en est l'évaluation des victimes, on l'a souvent vu ces derniers temps, est bien plus important, hein. Elles font face à de multiples obstacles, parfois qui les empêchent de libérer leur parole. Un isolement souvent extrême, des séquestrations, une méconnaissance aussi des cadres juridiques locaux et bien sûr des barrières administratives ou culturelles qui compliquent leur prise en charge pour nous, de notre côté. Ces défis, en fait, nous rappellent que notre rôle dépasse largement la simple assistance administrative. Nous accompagnons les Français dans les étapes de leur vie, dans les démarches qu'ils ont à effectuer au quotidien,
en ce qui concerne les victimes, on est là pour les accompagner dans les épreuves qu'ils traversent. Donc, notre réseau consulaire donc, s'efforce d'être un acteur clé de la protection et de leur soutien. Nos agents travaillent en collaboration avec les autorités locales pour organiser des mises à l'abri. Nous collaborons bien sûr aussi avec des associations locales afin d'identifier des lieux d'accueil sécurisés. Donc, quand je dis en coordination avec les autorités locales, c'est lorsque c'est possible. Parfois, on ne peut pas tout simplement prévenir la police parce que, en fait, la victime n'est pas encore tout à fait prête à être secourue. Elle peut faire l'objet d'une... puis aussi, parfois, on n'a pas la coopération dans certains pays. Donc, en ce qui concerne les associations locales, c'est primordial de les identifier à l'avance pour pouvoir, en cas d'urgence, trouver des lieux d'hébergement sécurisés, c'est-à-dire pas juste un hôtel, mais un endroit sécurisé. Ça peut être des ONG locales, ça peut être via, depuis plus récemment, avec le concours, je les salue aujourd'hui, de Priscilla et de Sandrine de Save You, la plateforme, qui nous aide beaucoup aussi. Donc, nous, de notre côté, on aide, par exemple, les victimes aussi à obtenir des documents de voyage ou d'identité pour quitter des environnements dangereux, notamment lorsque leur agresseur a, par exemple, confisqué les titres. On peut parler aussi quand les titres ont été confisqués, on délivre des titres pour que la victime puisse quitter le territoire et parfois elle est accompagnée par ses enfants. Donc là aussi, ça peut être une nouvelle problématique pour nous. Donc les cas graves de violence conjugale, nous, sont systématiquement signalés aux autorités françaises pour qu'il y ait un suivi judiciaire en France. Ça sera d'autant plus important que la victime doit documenter ce qui lui est arrivé, doit pouvoir le prouver, etc. Sinon, l'affaire sera classée sans suite. Et ensuite, s'il y a des enfants, ça risque de compliquer ses droits. Alors, évidemment, lorsque c'est nécessaire, on peut organiser le retour des victimes avec les enfants en apportant donc un soutien logistique et financier, notamment lorsque les autres solutions ne sont pas possibles. Par exemple, je veux dire, quand une femme a des billets d'avion à payer et que parmi ses proches, parmi des amis, etc., il n'y a aucune solution de financement, il faut savoir que notre ministère prend en charge le retour des personnes qui ne peuvent pas faire face à ces dépenses, que ce soit à cause de violences financières ou d'une simple indigence. Donc, ce qui est très important aussi, et je le rappelle, c'est bien sûr, et c'est la formation de nos agents consulaires. Donc, ils ont des fiches réflexes pour suivre ces situations. Il y a un guide de l'accueil des victimes aussi. Il y a des annuaires internationaux, etc. On fait des modules spécialisés via notre académie diplomatique et consulaire pour renforcer leurs compétences pour l'accueil et l'accompagnement des victimes. Donc ces formations, elles se font euh, avec des vrais acteurs qui mettent en situation l'accueil de victimes en détresse, hein, et notamment celles des violences faites aux femmes. Donc nous, notre bureau participe aussi pour la formation de certains agents qui vont avoir tout particulièrement ces dossiers à gérer à l'étranger. Donc, pour parler un petit peu de l'actualité, le développement de notre bureau, il faut savoir que cette année, en amont de cette réunion d'aujourd'hui, le 25 novembre, nous avons organisé deux rencontres majeures. Le 7 novembre, avec des associations comme France Victimes, Solidarité Femmes qui gère le 3919, Save You, Fiji et plein d'autres encore, mais aussi des personnes comme la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, le barreau de Paris, le parquet de Paris et aussi d'autres acteurs associatifs, hein, bien sûr. Nous avons organisé une réunion pour faire un état des défis rencontrés à l'étranger par nos compatriotes, des violences subies et définir des pistes concrètes d'amélioration. Alors, il en est ressorti une série de choses que nous avons présentées le 21 novembre lors d'une autre réunion
cette fois-ci aux parlementaires des Français à l'étranger, donc comme Amélia ou comme encore Rémi Vandier ou encore d'autres sénatrices qui ont pu participer, etc. Donc, leur retour, évidemment, comme sont des parlementaires de terrain pour certains, bien sûr, ils voyagent dans les circonscriptions, ils rencontrent les responsables d'associations, les conseillers des Français à l'étranger. Leurs retours donc ont bien enrichi nos priorités pour 2025, hein. Donc 2025, ça va être une année quand même assez décisive pour renforcer nos actions à la suite de ces deux réunions. On va améliorer nos outils d'information. Donc, on va actualiser à nouveau l'annuaire international des structures d'accueil et on va simplifier l'accès aux ressources via les sites consulaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a des retours de victimes qui n'arrivent pas à trouver l'information sur nos sites. Il y a une grande politique d'harmonisation qui va être entreprise par le département pour faire en sorte qu'en quelques clics seulement, on puisse retrouver les informations concernant les situations d'urgence. Et parmi celles-ci, notre bureau développera une page dédiée aux violences intrafamiliales, aux viols, aux agressions sexuelles qui touchent les femmes, etc., pour que toutes les ressources, à la fois celles qui sont disponibles en France, à la fois celles qui sont disponibles dans le pays, et les numéros d'urgence soient disponibles facilement pour les victimes. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera mis en place, même si ça existe déjà sur pas mal de sites consulaires. On va essayer de faire une harmonisation qui permettra aux victimes de se repérer plus facilement et plus rapidement. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement aussi des victimes, nous souhaitons étendre, dupliquer, répliquer l'initiative qui a été entreprise à Singapour pour faire des permanences juridiques, pour expliquer un peu aux victimes de violences qui sont en train de se rendre compte des violences subies, quels sont leurs droits localement, etc. Donc des permanences juridiques gratuites, à l'instar de ce qui se fait à Singapour, et nos partenaires ici pour le développer, ce système sera le barreau de Paris. Et donc, on voudrait aussi, avec la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, favoriser un dispositif de dépôt de plainte en ligne. Alors ça, c'est entre guillemets, et ça sera euh, certainement aussi pour accompagner la DIAV, donc la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, dans la création d'un guichet unique qui doit aider les victimes à connaître leurs droits et accéder à une aide juridique. Donc, nous, on veut participer à ce projet pour évidemment faire en sorte que les Françaises à l'étranger puissent en bénéficier, qu'elles ne soient pas oubliées. En plus de ça, on a une autre initiative qui a déjà été lancée, mais que nous suivrons tout au long de l'année 2025, c'est de soutenir des projets des associations locales par le biais du staff, donc le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, pour qu'ils puissent identifier localement des projets pour qu'il y ait des hébergements ou du soutien psychologique ou de l'aide juridique mise en place pour les victimes localement. Donc nous, on demande à nos postes de soutenir ces projets, de les identifier et éventuellement de les motiver. Donc c'est aussi une action qu'on fera avec les postes à l'étranger en 2025. Alors, je peux vous le dire, en mars 2025, on formalisera aussi notre partenariat avec SafeView et on encouragera aussi l'utilisation du dispositif Mémo de vie, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un outil numérique qui permet de documenter les violences subies de manière sécurisée, d'avoir accès à un coffre-fort numérique en ligne, comme on dit sur le cloud, et qui permet en fait à la victime de documenter les violences qu'elle a subies, de tenir un peu comme une espèce de main courante personnelle. Hein, donc ça, on va le mettre aussi en avance, c'est-à-dire de la même façon qu'on a fait la promotion de la plateforme CView, on fera au cours de l'année 2025 la promotion de l'outil dit Mémo de vie qui est soutenu par la Fédération d'associations France Victimes
Et donc, évidemment, cet outil sera aussi bien mis en avant sur la page dédiée. Euh, je pense que ça fait quand même beaucoup d'actions. Il y en a encore pas mal. Je vais pas toutes les citer aujourd'hui. Euh, mais ce que je voulais à dire, c'est euh, par rapport aux OLES, aux responsables d'associations, aux conseillers des Français à l'étranger, l'importance d'être un allié dans la lutte contre ces violences. Nos consulats, évidemment, avec votre appui, l'appui des associations, l'appui des élus, ce sont les premiers remparts pour protéger les victimes. Écouter, orienter, alerter et assister. Hein, ça, c'est très important. Nous comptons également sur vous pour relayer l'information et surtout, lorsque c'est possible, lorsque la victime est d'accord, nous signaler les situations euh, pour briser leur isolement grâce à cette chaîne de solidarité et d'action collective. Évidemment, à l'étranger, les responsables de la mise en œuvre de la protection consulaire, je le rappelle ici, ce sont les agents des consulats. Et évidemment, les conseillers des Français à l'étranger ne peuvent pas mettre en œuvre cette protection. Ils ne bénéficient pas de l'immunité consulaire requise. Mais par contre, ce sont vous devez être d'excellents relais pour nous signaler et que nous, on puisse la mettre en œuvre rapidement. Alors, donc voilà, c'est ce que je voulais un peu dire aujourd'hui. Protéger les femmes victimes de violences, c'est une mission essentielle, mais exigeante. Donc, on doit être constamment mobilisé et on doit avoir une capacité à innover. En 2025, ce sera vraiment une année clé pour consolider nos actions. Et je suis convaincu qu'ensemble, grâce à vos efforts, à notre réseau consulaire et à tous les partenaires, élus, associatifs, etc., nous pourrons offrir un soutien adapté et efficace à toutes celles qui en ont besoin. Ben, je vous remercie pour votre attention et je crois que je laisse la parole à Madame Natacha Paulin, mais je laisse Amélia modérer ce webinaire. Merci Merci. beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, très cher David. C'était très riche, très important, très intéressant et très, j'ai envie de dire, rassurant. Et effectivement, tous les élus et les associations ici présentes vont, j'en suis sûre, diffuser ce message. Rappelez, je pense, un des messages les plus importants, à savoir quand votre conjoint vous a caché votre passeport, le consulat est là, peut vous faire un passeport d'urgence ou un laissez-passer consulaire s'il n'y a pas d'escale entre votre pays de résidence et la France. Vraiment, c'est un message que j'aime bien passer et peut-être les numéros de téléphone d'urgence qu'on vous remettra dans la boucle. Et oui, et vous dire que tous les élus, je pense, sans aucune exception, députés, sénateurs et surtout les sénatrices sont, comment dire, très engagés pour vous aider. Et ne surtout pas hésiter à identifier tous les projets, toutes les initiatives, les remonter, donc soit à vos élus, députés ou sénateurs, ou à l'administration. Et encore merci David et Natacha, c'est à vous. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je suis Natacha Paulin, assistante sociale actuellement à Casablanca au Maroc, mais j'ai effectué 4 autres postes précédemment. Donc je suis assistante de formation et de fait, ces situations sont à la charge du service social quand elles arrivent à l'étranger. Alors peut-être que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est peut-être de recentrer le travail sur les violences conjugales avec la particularité d'être à l'étranger et d'être en poste parce qu'on ne traitera pas une situation de violence conjugale de la même manière que si on habite en France que si l'on habite à l'étranger, puisque vont intervenir différentes notions. Le droit local, le rapport à la famille, le rapport, enfin tout un tas d'éléments qui sont indispensables à prendre en compte si on ne veut pas non plus faire d'erreur. C'est-à-dire que ne pas faire de promesses inutiles, ne pas partir sur des solutions qui n'en seraient pas des bonnes, hein, et qui pourraient mettre encore plus en danger la personne. Ce qui veut dire que de mon point de vue, le consulat va principalement centraliser, rencontrer la personne, faire une évaluation, une analyse, et que avant toute chose, il faut avoir une vue très précise de la situation. Donc échanger avec la personne, avec la dame, hein, et prendre en compte tout un tas d'éléments. Alors ces éléments, ils vont être variés et divers, hein, ça va être la nationalité.
Alors pas uniquement de la dame, ça peut être d'un enfant qui serait issu d'une première union, qui ne sera pas forcément français, ça peut être d'un conjoint, enfin de différentes choses. Donc la nationalité, elle est déjà importante sur l'ensemble de la structure familiale pour savoir vers où on peut s'orienter. Le pays d'origine, ça veut dire aussi quelles sont les lois. Est-ce qu'une femme peut sortir du pays sans l'autorisation de son mari? Idem pour les enfants, parce qu'on peut te dire que la dame peut partir, mais peut-être que les enfants, eux, ne pourront pas partir parce que la loi locale ne leur permettra pas, le juge ne suivra pas, même si un juge peut donner la garde à la maman parce que le père est violent par ailleurs dans la structure familiale, ça ne veut pas dire qu'ils auront une autorisation à quitter le territoire. Donc ça, c'est un élément qui est également très important à prendre en compte. Et après, il faut voir quels sont les relais potentiels en France, parce que c'est pas parce qu'on est victime de violence qu'on doit changer de pays, de résidence. Donc, il faut vraiment analyser tout ce qui se passe dans le pays et qu'est-ce qui serait bénéfique en dehors du pays et est-ce qu'on peut voyager, puisque la plupart des femmes, en fait, ne partiront pas sans leurs enfants. Et très souvent, en tout cas, moi, dans les pays d'où je viens, les juges ne laissaient pas partir les enfants. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi parfois traiter la violence conjugale dans le pays sans envisager nécessairement un déplacement sur la France et que là, du coup, ça peut devenir complexe parce qu'on n'a pas les mêmes outils qu'en France. En France, on a des structures, même si elles sont saturées par ailleurs, en urgence, on a toujours une solution. Ça peut être l'hôtel dans l'attente qu'une place se libère, etc. À l'étranger, on n'a pas toujours ces solutions-là, par faute de moyens, de structures existantes, etc. Donc, c'est important d'avoir la photo la plus claire de la situation familiale pour mieux accompagner la personne qui en a besoin. C'est-à-dire pour trouver les bonnes solutions et pour pas non plus mettre les victimes en danger. Si je mets, moi, une femme à l'hôtel à Casablanca pour la protéger, mais que derrière, il n'y a pas de rapatriement possible en France, qu'elle n'a pas d'argent, qu'on ne pourra pas la laisser des mois et des mois à l'hôtel, est-ce que je ne la sors pas d'un milieu où finalement elle pouvait encore patienter ou en tout cas gérer la famille? Voilà. Tout ça, ça s'évalue au fur et à mesure et il faut être très prudent dans ce que l'on dit, dans les solutions qu'on propose, parce qu'il faut vraiment faire attention aussi au contre-coup si nos mesures ne fonctionnent pas. Donc, l'urgence de la personne, déjà, il faut bien l'évaluer et après trouver les bonnes solutions. Et après, en fonction des pays, on arrive à trouver des très bonnes solutions. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des religieux, sur des associations, sur des personnes de bonne volonté. Il peut y avoir des avocats qui ont eux-mêmes d'autres solutions à nous proposer, d'autres actions à mettre en place, voilà, des amis, etc. Ça va dépendre si la personne, elle travaille, si elle ne travaille pas. Donc, c'est toujours trop complexe et on ne peut pas vous donner une formule qui s'appliquerait à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'une évaluation la plus approfondie possible, rapidement, pour justement mieux réfléchir aux vraies solutions et pour ne pas perdre de temps inutilement et pas mettre les dames en danger. Voilà. Donc voilà, donc s'appuyer sur les ressources locales. Alors en termes de ressources locales, on peut s'appuyer sur nos médecins conseils, sur les avocats, sur la famille, sur les écoles, sur les psychologues que l'on connaît également et qui travaillent souvent en lien avec les services consulaires, voir si des fois un accès au travail peut permettre à la dame d'avoir une autonomie et de se loger après seule en se protégeant. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de solutions que l'on peut proposer, mais il faut qu'elles s'adaptent, qu'elles soient en cohérence avec alors, la situation de la personne et ce que la personne souhaite également. Parce que ce qui est aussi important de dire, c'est qu'on ne peut pas faire à la place des personnes, des dames. Il faut qu'elles soient prêtes, en tout cas à un moment donné, qu'elles formulent la bonne question. Vous allez voir en entretien des personnes qui vont vous dire, vous poser une question, mais en fait, ce n'est pas la vraie question. Il y a souvent quelque chose de sous-jacent. Donc, c'est d'essayer de repérer un petit peu les à côté de la situation, comment vont les enfants, comment ça se passe à l'école, de poser un certain nombre de questions pour être sûr qu'on ait bien entendu la vraie demande qui n'est pas toujours facile à exprimer de la femme victime de violence. Et ça demande effectivement 1, 2 ou 3 entretiens, des fois par WhatsApp, par téléphone, hein, il faut s'adapter à la situation, mais être sûr qu'on a bien identifié la demande. Parce que nous, on pourrait instinctivement dire, il faut qu'elle parte, elle veut partir et on va l'aider à partir. Peut-être que ce n'est pas la première demande qu'elle a parce qu'il lui faudra du temps, parce qu'elle a peur, parce qu'il faut l'accompagner, la réconforter, garantir un peu le processus qu'on pourrait mettre en place avec elle. Donc, il y a des fois des situations d'urgence immédiate où il faut agir et là, on sait qu'on ne doit pas réfléchir. Et il y a d'autres situations où il faut prendre le temps d'évaluation pour justement mieux accompagner. Voilà. Je ne sais pas ce qui est
trop attendu de moi là. Je pense que je peux peut-être m'en tenir là pour le moment. Et dans les questions-réponses qu'il y aura à la fin des présentations, peut-être que là, on pourra donner des exemples plus précis sur comment on met en place un accompagnement, à quel moment on cherche un hébergement ou pas, en sachant qu'en tous les cas de figure, de toute façon, nous, on travaille systématiquement avec le ministère, hein, avec les services qui sont là pour nous aider, nous soutenir, et que on est rarement un à réfléchir. C'est-à-dire que on va réfléchir avec d'autres services, avec nos collègues du département, avec les OLS, enfin, les sociétés de bienfaisance, mais c'est des situations qui sont complexes et on doit travailler ensemble, on doit harmoniser. Et je pense que le consulat doit centraliser pour faire remonter au ministère, surtout quand il y a effectivement des projets de retour en France ou des violences massives où il faut être vraiment très très vigilant pour protéger la femme victime. Voilà, donc je me propose, si ça Absolument. vous convient, d'arrêter là et peut-être de reprendre la main au fur et à mesure en fonction des questions. Merci beaucoup, Natacha. Oui, ça me convient totalement. Je pense que ça nous convient tous. Effectivement, moi, ce que je retiens, c'est que, il n'y a pas une solution unique, mais les solutions sont différentes selon le cas qui se présente. Je vais maintenant laisser la parole à The Sorority, la fondation, avec leur application SaveYou, Priscilla aussi, Triard et Sandrine Cadet. Eh ben, vous m'entendez bien? Très bien, très, Parfait. très bien. Eh ben, merci infiniment, Amélia, pour ce temps d'échange. Merci à tous les acteurs qui viennent déjà de parler, qui vont prendre la parole. Merci, David, pour ta confiance. Merci à toutes les équipes qui sont engagées. Et je voulais dire aussi que Natacha, je ne vous connaissais pas et je sais que vous étiez aux réunions de préparation et je suis heureuse de vous entendre et ravie de vous savoir aussi mobiliser sur ce sujet. Et je suis sûre qu'il y a des belles choses qui sont à venir. Vous avez déjà étayé pas mal de sujets avec vos deux premières prises de parole, donc je vais pas répéter ce qui a été déjà dit. Par contre, je voudrais dire qu'après 2 ans d'action sur le terrain, je vais reprendre un peu le dispositif SaveYou, mais juste pour faire le bilan, donc on a démarré en octobre 2022. On a soutenu plus de 350 familles dans le monde. Vous le savez, les violences n'ont pas de frontières. C'est tous les pays du monde entier qui sont touchés. Et le fait qu'il n'y ait pas au plus de situations déclarées à un endroit va dépendre de la culture locale, va dépendre des possibilités, va dépendre des lois locales et aussi tout ce qui va être religion. Vous le savez parfaitement. Et aussi de la libération de la parole parce que plus on communique, plus on se mobilise et plus on s'unit et merci infiniment David pour ton discours et merci à tous et toutes de le rappeler. Il y a qu'en unissant nos forces qu'on y arrive et je pense qu'on arrive à un moment de bascule où le sujet commence vraiment à être traité et les forces vives vont pouvoir être mises à disposition pour le faire. David, je voulais revenir sur ton intervention. Je suis, heu, hyper rassurée sur le fait du coup que ça avance, sur la partie, consolidation pour des prises en charge juridiques. Parce que typiquement, nous, dans notre façon de faire, donc on a énormément de personnes qui, vont nous contacter, qui savent ce qu'on fait, qu'on va rediriger vers les acteurs partenaires. L'idée, c'est qu'on ne délivre pas de conseils et donc je suis avec Sandrine, avec qui je vais donner la parole juste après, notamment sur la partie juridique, mais on va donner un soutien. En gros, nous, voyez-nous comme le filet de sécurité qu'il y a. On va être les premières à leur dire: «Vous n'êtes pas seuls, des solutions existent» ou même souvent les deuxièmes parce qu'elles ont d'abord été voir le consulat et l'ambassade pour rediriger vers nous. On va faire une première écoute active, donc on a 20 écoutantes, bénévoles, qui sont à disposition pour écouter, les personnes victimes de violences. Toutes nos bénévoles sont formées à l'écoute active, donc psychologues, psychiatres, assistantes sociales et toutes ont une expérience d'expatriation parce qu'on ne donne pas les mêmes conseils à une personne, franco-française en France et à une personne, qui vit à l'étranger où ce n'est pas son pays et on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas les mêmes choses. Et du coup, une fois cette première écoute active effectuée, on va identifier avec la personne, on va valider ce qu'elle souhaite par la suite et on va suivre exactement ce qu'elle veut faire. On ne va rien lui imposer, on va la rediriger là où elle a envie d'aller. Donc un soutien psychologique, un soutien juridique, un soutien via une association locale et là-dessus, on utilise beaucoup, notre outil Amélia, comme tu en parlais, The Sorority, qui est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 240 000 femmes et personnes issues des minorités partout dans le monde et bientôt des hommes qu'on pourra aussi aider et on va mettre en avant les associations dédiées à l'aide aux victimes. Et le travail du MEAE, du coup, est hyper précieux. Et donc, c'est là où je veux dire encore merci, David, parce qu'il a identifié toutes les solutions qu'il y a autour et en mettant à jour l'annuaire, on va pouvoir aussi mettre de la lumière sur tout ce qui existe autour pour que ces personnes se rendent compte visuellement qu'elles sont pas seules et puissent être redirigées de façon adaptée. Et le fait de mettre en place du coup un protocole comme ce qui a été fait à Singapour pour faire cette prise en charge juridique gratuite, ces premiers conseils, c'est hyper précieux parce que, comme vous le savez, à l'étranger, enfin, de façon générale, les violences sont difficiles. Elles sont difficiles dans les grandes villes dans notre pays, dans les zones rurales
et sont juste dingues à l'étranger avec un isolement géographique juste parfait, une dépendance administrative, une dépendance financière. Les personnes n'ont pas les moyens, de pouvoir se payer ce type de prestations. Vraiment l'isolement est parfait et pouvoir mettre à disposition ce type de service, c'est hyper précieux. C'est là où nous, pas forcément simple, au-delà des fonds, que pour l'instant, qui sont, inexistants, trouver des acteurs, pro bono, efficaces qui connaissent le droit du pays et le droit français, c'est très difficile et quand les personnes n'ont aucune ressource et comme disait David, au plus de lien avec leur famille ou leurs proches en France qui peuvent prendre en charge ces écoutes, et ces conseils, c'est très, très difficile. Je pense que je vais m'arrêter là. Je donne la main à Sandrine pour des cas plus concrets, précis. Juste dans les chiffres, donc on a 350 familles qu'on a aidées depuis le début. On en est à 150, depuis le début de l'année et on travaille main dans la main, du coup, avec le MEAE depuis 2 ans maintenant. On a eu à gérer, des situations, assez compliquées dans des zones, difficiles dans le monde où parfois, bah, si tous les signaux sont ouverts et que la personne le souhaite, on arrive à gérer des rapatriements d'urgence et à créer le lien avec des entités françaises pour assurer sa mise en sécurité, son relogement et son suivi par la suite pour qu'elle puisse se reconstruire, elle et ses enfants. Voilà, merci pour votre écoute. Sandrine, je te laisse la main. Parfait, bonjour. Donc moi, je suis Sandrine, je continue, je prends la suite par rapport à SaveYou. Donc, je suis juriste pour SaveYou. Comme Priscilla a très bien dit, je fais des entretiens classiques en tant qu'écoutante et je fais aussi des entretiens juridiques. Je ne donne pas de conseils, donc c'est pour ça qu'on est à la recherche voilà, d'avocats qui, eux, font des conseils juridiques. Mais effectivement, on essaie de donner un petit peu toutes les solutions qui existent, que ce soit dans le pays dans lequel la personne se trouve ou en France. Pour rester pour le coup sur le côté un petit peu juridique, un peu juridique, je avais pris de faire un petit point sur ce que sont réellement en réalité les violences conjugales et plus spécifiquement à l'étranger. Il faut savoir qu'on parle de violences conjugales en expatriation. Alors, quand on dit en expatriation, nous on entend vraiment dans le sens très très large, c'est-à-dire pour les Français et Françaises de l'étranger, qu'ils soient de là-bas, qu'ils soient dans un pays d'accueil depuis longtemps ou pas d'ailleurs, et quelle que soit leur situation, leur visa, etc. Et les violences conjugales, en tout cas d'un point de vue français, ça s'entend pour toutes les violences qu'il y a pu y avoir entre deux partenaires, quel que soit le sexe des partenaires, qu'il y ait eu ou non une cohabitation et que ces partenaires soient ou non encore ensemble. C'est-à-dire que ça s'applique pour les couples mariés, en union libre, pacsés, ou les ex-conjoints, les ex-partenaires, etc., et qu'il y ait eu ou non cohabitation, parce que ça va aussi pouvoir être pris en compte pour, par exemple, un jeune couple qui soit étudiant à la fac, où chacun vit de son côté, ou même des couples qui n'habiteraient pas, qui n'auraient jamais cohabité ensemble, ou qui ne cohabiteraient plus ensemble. Ensuite, les violences conjugales, c'est très simple. On sait très bien que les violences physiques, c'est la violence conjugale. Les bleus, les marques, les tentatives de strangulation, des coups des traces de brûlure de cigarettes, etc. Ça, c'est facile à repérer. Pour autant, les violences conjugales, comme on dit tout à l'heure, ça traverse tous les pays, il n'y a pas de frontières. Et ça concerne aussi toutes les catégories socio-professionnelles, vraiment. On sait très bien que les personnes, les Français qui partent à l'étranger font peut-être partie d'une catégorie socio-professionnelle un petit peu plus élevée. Et ce qui fait, à mon avis, que les violences conjugales sont un tout petit peu plus peut-être subtiles aussi à l'étranger. C'est-à-dire, je m'entends, il y a moins, en tout cas qu'en France, pour certaines catégories socio-professionnelles, moins de violences physiques. En tout cas, ça ne commence jamais par la violence physique. Et c'est là où c'est encore plus compliqué pour les victimes parce que c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus lent dans le temps, etc., dans la mise en place. Et c'est pour ça que dans les violences conjugales, en plus des violences physiques, on parle des violences psychologiques, le fait de rabaisser la personne, les dénigrements, le fait de dire t'es nul, tu sers à rien, tu ne pourras jamais quelqu'un d'autre que moi, de toute façon, tout ce que tu fais le fais mal, etc. Donc vraiment tout ce qui est violence psychologique, qui vont avec les violences verbales. Et aussi, ce qu'on peut mettre en compte sur les violences conjugales, ce qu'on peut prendre en compte, je veux dire, sont les violences matérielles. Le fait de montrer un peu sa force, le fait de casser une assiette, donner un coup de poing dans une porte, défoncer un mur, des choses comme ça, c'est les violences matérielles, mais qui est juste là pour asseoir sa force, asseoir sa puissance et montrer que on est dans cette toute puissance. Les violences sexuelles, évidemment, sont aussi prises en compte dans les violences conjugales. Les attouchements sexuels, mais également les rapports sexuels forcés, donc les viols. Les viols conjugaux existent en France et sont reconnus, pas partout dans le monde, mais en France, ils sont reconnus. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on commençait déjà à en parler avec Natacha, David et Priscilla.
les violences administratives, c'est-à-dire le fait de détenir et de retenir les documents administratifs comme les passeports, les visas, les pièces d'identité des enfants, les livrets de famille, pour que la victime, en fait, soit complètement dépendante, n'ait accès à aucun document. Et vont avec ça aussi très souvent les violences économiques. Les violences économiques, c'est le fait de ne pas avoir accès à son compte bancaire, de ne pas connaître les comptes, de ne pas connaître l'état des comptes, de devoir justifier centime par centime de toutes les dépenses. Parce qu'on sait très bien que dans certains pays du monde, la femme ne peut pas ouvrir un compte bancaire, surtout si la femme est ce qu'on appelle conjoint suiveur, hein, donc elle suit son conjoint, ce qui est à peu près à 80%, ça équivaut à 80% des femmes, hein, le statut de conjoint suiveur selon une stat qui avait été mis en place par Femmes Expat, je crois, en 2022 maintenant, mais en 2024, c'est à peu près le même stat, hein, j'imagine, 80% des femmes sont conjoints suiveurs. Dans des couples classiques où tout se passe bien, c'est pas très grave, c'est juste une réadaptation, il faut juste se réorganiser, mais dans un couple où il y a de la violence conjugale, le fait de ne pas avoir accès à ses comptes, à ses documents administratifs, va juste faire que le conjoint va pouvoir mettre une emprise totale et un contrôle coercitif total sur sa victime. Il ne faut pas non plus oublier les violences, les cyberviolences, le fait de mettre un tracker dans la voiture de sa victime pour la surveiller tout le temps, le fait de devoir, pour la victime de devoir justifier des messages qu'elle envoie, de devoir donner son téléphone portable pour que l'autre puisse vérifier les WhatsApp, les messages, les mails, etc. Le fait de devoir donner ses codes aussi, de ne pas avoir de vie personnelle sur Internet. Et récemment, j'ai vu aussi une nouvelle violence. Alors, je l'ai très, très souvent vue, et surtout en expatriation, mais elle apparaît maintenant en tant que telle, c'est la violence à la parentalité. C'est le fait de remettre c'est une remise en cause, pardon, du rôle de parent. Alors, vrai ou supposé, mais voilà, de dire, mettre un peu cette pression sur un potentiel retrait d'autorité parentale, sur l'enlèvement international d'enfants. Si tu me quittes, de toute façon, tu devras juste rentrer en France et tu ne pourras plus avoir les enfants. Ou au contraire, si tu me quittes, j'aurai la garde des enfants et tu n'auras plus rien. Donc, voilà, toutes ces choses-là. Et aussi le fait de dire devant l'autre enfant, ta mère est nulle, ta mère, elle sert à rien, ta mère, elle sait pas faire, garde-la, elle sert à rien. Toutes ces choses-là. En expatriation, comme en France, c'est très, très compliqué d'être victime et les violences conjugales sont très, très difficiles c'est très difficile, en tout cas pour une victime, de savoir qu'elle est victime de violence conjugale, mais ça l'est peut-être encore plus en expatriation. En tout cas, c'est encore plus dur de pouvoir parler en expatriation, mais ça, les intervenants qui sont intervenus avant moi ont commencé à le dire déjà. Mais c'est vrai que tout est amplifié en fait en expatriation. On est isolé complètement d'un point de vue géographique, mais on est isolé en plus par la force des choses, parce qu'on est victime, parce que monsieur donc fait cette emprise, ce contrôle coercitif total qui fait qu'on est totalement dépendante administrativement, financièrement, etc. Et ça, c'est très compliqué. Et comme on le disait aussi, il peut y avoir une différence de prise en compte juridique. On peut peut-être pas déposer plainte, on peut peut-être pas forcément se retourner vers les forces de l'ordre. Il y a un choc culturel qui fait que c'est compliqué. Il peut y avoir la barrière de la langue qui fait que c'est compliqué d'aller en parler. Ça peut être compliqué d'en parler, déjà de connaître les ressources, de savoir vers quelle association se retourner, etc. Et ça peut être compliqué aussi de parler à son entourage, parce qu'en réalité, les Français et étrangers, c'est un tout petit village, hein, très vite, tout le monde se connaît et on va avoir peur que si on en parle, ça se sache, que la personne à qui on en parle va connaître monsieur, donc ça peut être compliqué. Donc, par rapport à ça, j'avais proposé de faire un peu 10 tips d'une bonne prise en charge, en tout cas de savoir comment faire pour une première, en tout cas un premier recueil d'écoute de paroles de victimes, qu'on soit professionnel ou pas, parce que je sais qu'il y a des professionnels, mais pas que forcément. Donc, le premier, ce n'est pas des conseils que je donne, évidemment, mais c'est plus des petites recommandations. Je ne sais pas. Premièrement, il faut savoir écouter une victime vraiment, vraiment sans jugement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, soit en tant qu'ami ou en tant que proche, vous détectez quelque chose, vous pouvez commencer à dire, écoute, je m'inquiète un petit peu, j'ai remarqué ou j'ai remarqué quelques petits changements depuis quelques temps, tu veux en parler, il y a quelque chose, ou essayer encore d'ouvrir la discussion. Si la personne, et vraiment surtout si la personne commence à parler, ne pas l'interrompre, ne pas la juger, ne pas interpréter trop hâtivement ce qu'elle va vouloir dire. Essayer d'adopter une écoute active, c'est pas facile quand on n'est pas formé, c'est pas facile quand ce qu'on entend peut-être peut choquer ou peut-être peut renvoyer à des propres fragilités. Ou voilà, mais il faut essayer vraiment d'être une épaule, en tout cas, pour la personne qui va pouvoir commencer à en parler. Savoir un petit peu détecter aussi le non-verbal, le comportement du corps, le langage du corps, etc. Et vraiment montrer à la personne qui va commencer à vous en parler que vous êtes là pour la soutenir, pour l'écouter.
Et puis du coup, forcément, un deuxième type qui suit, donc c'est croire la victime. Il est vraiment crucial de lui dire: «Écoute, je te crois». C'est vraiment, je te trouve hyper courageuse de commencer à en parler, de m'en parler, merci et vraiment ce que tu vis, c'est pas normal. Ton comportement est normal, mais c'est la situation qui est pas normale et vraiment tout le temps bien dire que la violence, elle n'est jamais justifiée. Heu, donc la croire, ne pas minimiser ce qu'elle va dire, heu et bien se rendre compte en plus et ça, Natacha, tu as commencé aussi un petit peu à en parler, la victime, elle va dire des choses et en fait, elle-même va minimiser parce qu'elle va retenir pour elle que ce qui a été marquant pour elle, à ce moment-là. Peut-être que dans 2 3 jours, elle va vous en reparler, elle parlera d'autres choses. Et peut-être que ce qu'elle va vous dire, pour vous, ces 2 petits par exemple, ces 2 petits exemples, pris indépendamment comme ça, c'est pas 2 exemples très, très, très marquants. En tout cas, pour vous, ça veut pas dire grand-chose. Mais pour elle, ça veut dire énormément et parce qu'en plus, peut-être que ces 2 petits éléments-là, si on les met bout à bout avec, 6 mois ou 1 an de comportements violents, d'emprise, et cetera, ben, on va vraiment se rendre compte de la réalité de cette emprise, de ce contrôle et de ce que vit cette victime. Donc bien se rendre compte, voilà, que forcément, enfin en tout cas, la victime a de fortes chances qu'elle, elle minimise et du coup, nous, en tant qu'écoutants, ne surtout pas minimiser ce que la victime va avoir à nous dire. Et pour le coup, donc troisième conseil, c'est vrai que ça en découle, il faut être patient. Il faut être patient à la victime parce que forcément, pardon, pour elle, ben, c'est difficile d'en parler. Hem Il va pas falloir non plus la forcer à en dire plus, elle a pas envie d'en dire plus, peut-être que ça viendra après, dans le temps et cetera et bien lui dire que, voilà, si c'est bon pour elle pour aujourd'hui, ben c'est pas grave et mais que demain, si elle a envie d'en reparler, vous serez là aussi demain s'il y a besoin. Hem, 4e point, on a commencé à le dire aussi tout à l'heure, moi je suis juriste donc je ne donne pas de conseils, mais les autres personnes non plus. Évitez de donner des conseils, en tout cas des conseils non sollicités. Bien sûr, il faut donner les ressources, donc ça fait les points d'après, mais voilà, mais en tout cas, lui demander de quoi elle a besoin pour être aidée et lui proposer de l'aide, mais on ne peut pas agir à la place d'une victime. On ne peut pas faire pour elle. Si elle n'a pas envie, elle ne le fera pas ou si on la force à faire quelque chose, ça n'avancera pas et ce sera mal et en plus, ça peut se retourner contre la personne qui veut aider. Donc, il ne faut vraiment pas aider ces personnes. Il faut vraiment pas, faut dire forcer ces personnes, en tout cas, faire à leur place. Pour autant, il faut l'encourager à prendre ses décisions, il faut l'encourager dans ses choix, il faut respecter sa temporalité. L'encourager dans ses choix et lui redonner confiance en fait en sa propre capacité à agir, parce que c'est ce que justement l'auteur lui enlève. Elle a plus confiance en elle et donc là, en tant qu'écoutant, il va falloir l'aider en fait à retrouver cette confiance. Heu, 5e, quand on écoute une victime, il faut vraiment s'assurer de la confidentialité, bien lui dire que ce qu'elle vous dit, si elle a envie que ça reste qu'entre vous, ça restera qu'entre vous, que si elle a besoin que si vous avez besoin de faire remonter, que ce soit au consulat ou à des élus ou à MEAE et cetera, il faut bien lui demander d'abord et tout sera fait avec son consentement. La seule hypothèse, il y aura vraiment une obligation, en tout cas un conseil plus qu'obligatoire de signaler, c'est en cas d'urgence, par rapport aux enfants, de violence vraiment avérée ou d'urgence par rapport aux enfants. Mais si la victime, là, pour le temps, au moment où elle vous parle, elle vous dit: «Bon, pour l'instant, je préfère qu'on en reste là», il faudrait que ce soit OK aussi pour vous. Heu et pour le coup, donc c'est le 6e point, juste offrir un soutien émotionnel, lui dire que vous êtes là, que vous la croyez, lui dire que vous la trouvez courageuse, que voilà et que vous ferez surtout donc rien sans son consentement. Hem et bien lui dire que parce que souvent vous allez entendre la victime, elle va vous dire que, par exemple, elle veut pas déposer plainte parce qu'elle veut pas que son conjoint aille en prison à part sa faute. Donc pour le coup, si la victime vous dit ça, il faut pas vous lui dire: «Si, on va le faire, viens, on va y aller, on va déposer plainte». Non, si elle a pas envie, non. Par contre, ce qu'il faut lui dire en tant que professionnel, en tant qu'écoutant, c'est bien lui dire, et d'accord, mais sache surtout que c'est pas parce que tu vas déposer plainte que monsieur va aller en prison, mais c'est bien parce qu'il t'a fait ça qu'il peut aller en prison. C'est complètement différent et pour le coup, ça en découle au 7e point, il faut éviter de critiquer frontalement et ouvertement l'agresseur. Parce que forcément, il va encore y avoir des sentiments ambivalents entre sa victime et cet agresseur. Ils peuvent être encore en couple, ça peut rester le père de ses enfants, quoi qu'il en soit. La victime, elle peut osciller entre la peur de l'avenir et l'espoir en l'avenir, entre la peur et l'amour, voilà, plusieurs sentiments ambivalents. Donc, il ne faut pas critiquer ouvertement l'agresseur. Pour autant, il faut bien mettre en avant le fait que le comportement de l'agresseur n'est pas OK, que c'est pas normal et que ça peut être incriminé par la loi, et cetera, qu'elle peut déposer plainte, qu'elle peut se faire aider par rapport à ça. Hem, 8e point, mais c'est ce que Natacha disait, hein, c'est par contre pour autant lui offrir les ressources disponibles.
Donc, bien connaître, alors je ne vais pas trop revenir, mais Dimitri, attention, on en parlait, Save You, les associations d'aide aux victimes en France, les France Victimes, les CIDF, l'application Mémo de vie, donc elle pourra mettre un petit peu, le journal de bord sur lequel elle pourra dire tous les jours comment ça se passe, les applications, les réseaux d'entraide, les réseaux de Français et d'étrangers, etc. En tout cas, en fonction de sa demande, l'orienter vers les bonnes ressources. Ce qui peut être fait aussi, j'ai bientôt fini, je suis au 9e point, l'aider à mettre en place un safety plan, un plan de sécurité d'urgence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait pour une victime de commencer à penser à mettre en place ce plan, ça va l'aider en fait à avancer dans ce sens, à se dire peut-être qu'en cas d'urgence ou si vraiment je décide de partir, comment je vais faire? Il va falloir aider pour le coup la victime à évaluer un peu les risques et les avantages de chaque option et puis les moyens de réduire tous ces risques. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses à mettre en place dans ce sac, peut-être des documents administratifs, des copies des documents administratifs, des listes de documents, des listes de personnes à contacter en cas d'urgence, peut-être à qui confier ce sac en cas d'urgence, etc. Voilà. Toutes ces choses-là, je peux revenir après si vous voulez dessus. Et puis pour finir, 10e point, mais surtout rester en contact avec la victime, qu'elle vous le demande ou pas d'ailleurs. Peut-être lui dire, écoute, on peut se rappeler dans 10 jours, on fait le point, on voit où tu en es, ou même si ce n'est pas été convenu, vous, de vous-même la rappeler peut-être 10 jours, un mois après pour savoir où ça. On a peut-être, si vous savez qu'il y a une date d'audience, la rappeler après audience pour savoir comment ça s'est passé et voir s'il y a des nouveaux besoins, des nouvelles demandes qui peuvent se mettre en place. Voilà, j'étais un peu longue, mais désolée. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Sandrine. Et pardon, Abélia, juste dans le... des choses. Ouais, dans le chat, du coup, il y avait la question par rapport au numéro d'appel Save You. Donc, je vais le dire une énième et dernière fois, les numéros d'appel ne sont pas en ligne et ne sont pas actifs depuis fort longtemps maintenant. On a mis en place au tout début un numéro et ça a été un enfer à gérer. Au même titre que le MEAE, non, je ne crois même pas que vous avez une ligne, mais si en tout cas les personnes arrivent à les contacter, on avait tout et n'importe quoi qui rentrait. Des personnes qui me posaient des questions pour avoir des visas, des personnes qui nous posaient des questions qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on faisait. Sauf que, on le rappelle, on est encore une petite association, on est un point bénévole, on ne pouvait pas répondre non-stop à n'importe quelle sollicitation qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Donc, pour pouvoir agir au mieux et de façon efficace, je tiens aussi à rappeler que ce qu'on fait, et Natacha l'a très bien rappelé, c'est des situations qui sont compliquées. C'est des actions qu'on fait étape par étape. On ne fait rien à la va-vite parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes. S'il y a une situation de danger vital, de besoin d'aide immédiate, c'est les autorités locales. Ça, je veux vraiment le rappeler. Je sais qu'il y a tout et n'importe quoi qui peuvent être dit sur le sujet. Si c'est danger immédiat, c'est autorité locale. Et quoi qu'il arrive, nous, on s'installe dans le temps. On récupère des fois des situations où la personne, ça fait 25 ans qu'elle est bloquée dans le pays. Ça ne va pas se faire comme ça. Donc, pour contacter du coup Save You, c'est très clair sur notre site, c'est le formulaire ou l'adresse email. Les personnes, elles remplissent les informations, elles prennent contact avec nous. Si c'est bien une situation de violence conjugale ou intrafamiliale et que la personne est française et établie hors de France, là, on va démarrer du coup une première écoute. Donc, elle va recevoir un formulaire, elle va mettre toutes ces informations personnelles de ses enfants, celles de la personne violente, si on devait faire intervenir les autorités immédiatement, ce qui est déjà arrivé, notamment en Turquie, où on peut l'aider au mieux à distance. On va lui demander sa situation actuelle, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle souhaite faire. Et via cet entonnoir, on va démarrer la première écoute et la rediriger du coup vers des associations partenaires, vers des professionnels de confiance qui vont faire un soutien psychologique, un soutien juridique ou remonter vers le MEAE s'il y a un point bloquant d'un point de vue administratif ou une demande de rapatriement d'urgence. Et dès qu'on démarre une prise en charge et une écoute active, quoi qu'il arrive, on répète à la personne si elle le souhaite et si elle est en confiance, mais on insiste vraiment dessus, qu'elle contacte immédiatement son ambassade ou son consulat, qu'elle les tienne informés de la situation pour qu'il y ait un minimum une traçabilité qui soit faite et que si ça montait jusqu'au MEAE, ils aient déjà connaissance de la situation. Voilà, je tenais à le rappeler. Le numéro, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Peut-être que le 39 Visa Solidarité Femmes va en développer un et ce sera parfait, mais c'est vraiment une expertise et c'est un budget qui est dédié derrière parce qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi derrière et c'est intenable sur le long terme avec la masse de prise de contact qu'on peut recevoir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Beaucoup d'informations extrêmement riches. Effectivement, malheureusement, des personnes ont contacté pour demander des choses
qui n'avaient strictement rien à voir avec le sujet, comme effectivement demande de visa. Et effectivement, donc on ne peut plus malheureusement laisser un numéro, et notamment c'était un WhatsApp qui était disponible. Moi, j'ai peut-être une question, c'est est-ce qu'une tierce personne peut remplir le formulaire à la place de la personne victime? Eh ben, c'est une très bonne question et merci de la poser. Du coup, donc ça arrive, parfois et ça va être, là, par exemple, récemment, une femme qui l'a envoyé pour sa maman, qui subit des violences avec, l'homme qu'elle a suivi, à l'étranger. Ou alors ça peut être pour la sœur, qui est expatriée depuis un bout de temps. Elle savait que, la situation pouvait avoir des épisodes trop problématiques et la sœur a fini par se confier. Ce qu'on dit du coup, avec Sandrine, avec les équipes, c'est idéalement si elles arrivent à rentrer en contact toutes les 2. Dans ce cas-là, dire à la personne qui subit les violences de directement nous contacter. Parce que d'abord, on doit s'assurer que la personne est volontaire pour, avancer et sortir de ces violences. Si elle ne l'est pas, on ne pourra pas le faire pour elle. C'est la base de toutes les prises en charge qu'on fait et que toutes les associations font. On ne pourra pas faire le travail de la personne à sa place. On est là pour l'aider, la rediriger, mais si c'est pas elle-même qui est volontaire, dans cette progression et dans cette avancée avec les partenaires avec lesquels on va les mettre en contact, tout notre travail ne servira à rien. Et on connaît les cycles des violences. Il y a beaucoup d'allers-retours en arrière. Donc, on répète aux personnes qu'elles ne sont pas seules et pour les aider de façon efficace, notamment quand il y a des mises en sécurité très rapides à faire ou des retours en France à faire, on doit être en lien direct avec la personne pour l'aider au mieux, pour être à sa disposition quand elle en a besoin et pour la soutenir s'il se passe quoi que ce soit. Donc, dans les faits, on peut nous contacter, un proche peut nous contacter, mais on lui dira toujours de nous mettre en lien. Exactement. Merci. D'où l'intérêt très précieux des 10 points, des 10 conseils. Et encore Exactement. merci de les avoir énoncés. Et je rappelle que vous les aurez. Vous aurez toutes les choses importantes qui sont sorties de ce webinaire par mail. Et surtout, si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à nous relancer pour qu'on vous les envoie. Notre dernier intervenant, et merci à lui, est René Vogel. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. D'accord. Ben écoutez, je vais être un peu en décalage avec tous les propos que vous avez tenus. Merci d'abord de m'accueillir dans ce webinaire, puisque je vais vous parler plutôt d'expérience française, puisque j'ai travaillé comme assistant social, et bonjour Natacha, ma collègue de Casablanca, et directeur d'établissements sociaux, notamment celui de Regain à Strasbourg, que j'ai dirigé pendant quelques années et qui a accueilli des femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, c'est donc en tant que praticien du quotidien des femmes et de leurs enfants, dès l'accueil en hébergement jusqu'à leur départ, que j'interviens auprès de vous. Donc, je vais vous livrer l'un de nos témoignages. Et ces témoignages, bien sûr, se sont présentés en France, qui peuvent très bien se présenter dans n'importe quel pays où vivent des compatriotes francophones. Donc, ce premier témoignage recueilli montre tout d'abord par ce récit détaillé l'évolution, la progression de l'installation de la violence au sein d'un couple, et que l'auteur de violence est très souvent socialement parfaitement intégré, mais qui se révèle être un véritable prédateur. Donc, c'est Sophie. J'ai rencontré Damien dès le début. Tout mon entourage l'a trouvé absolument génial. Pour mes parents, il incarnait le gendre parfait. Il avait une bonne situation, il était attentionné, poli, intéressant. Mes amis l'aimaient tout autant. Ils le trouvaient drôle, gentil, chaleureux. Et très vite, c'est devenu une habitude d'entendre à quel point j'étais chanceuse d'être avec cet homme. Je me sentais reconnaissante de vivre avec une relation aussi belle. Nous avons emménagé ensemble et c'est là que les choses ont changé. Mais comme la transformation de Damien était progressive, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de son vrai visage. Alors, il avait toujours été plutôt calme. Il a commencé à se mettre dans des colères noires au début. Ça concernait des choses qui n'avaient rien à voir avec notre relation. Un collègue désagréable, des gens qui conduisaient mal, le pain qui n'était pas cuit. Comme ça restait rare, je mettais ça sur le compte d'une mauvaise humeur passagère. Nous nous sommes mariés et tous mes proches étaient aux anges. Moi aussi. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé, mais petit à petit, il s'est révélé être jaloux. Sans que je m'en rende compte, il s'arrangeait tout le temps pour savoir où j'étais, ce que je faisais. Lorsque j'avais le malheur d'être trop occupé pour répondre à ses sollicitations, il m'appelait des dizaines de fois d'affilée et m'envoyait des messages incendiaires. Lorsque je décrochais enfin, il s'énervait,
me disait que je n'avais pas de cœur pour l'avoir laissé sans nouvelles pendant si longtemps. Et comme je ne voulais pas l'inquiéter, j'ai fait en sorte d'être tout le temps joignable. Pourtant, ça ne suffisait pas à l'apaiser. À la maison, il multipliait les remarques désobligeantes et les actes violents. Je n'avais rien changé mes habitudes vestimentaires, mais il me disait que j'étais mal habillé, que je ne prenais plus soin de moi. Il me regardait avec un air de dégoût. Alors j'essayais de me faire encore plus belle pour lui, de porter des vêtements qu'il aimait, de me maquiller pour qu'il me trouve à son goût. Mais ce n'était jamais assez. Au contraire, j'avais l'impression que plus je multipliais les efforts, plus sa méchanceté augmentait. Après le physique, il s'est mis à attaquer mon intellect. Au début, c'était une petite réflexion ironique. Puis il m'a maltraité. Il m'a traité d'idiot, toute folle. C'est à cette période qu'il s'est mis à agir de façon violente physiquement. Il ne me tapait pas dessus, mais sur tout ce qui passait sous la main. Un jour, il a défoncé mon ordinateur parce qu'il est tombé sur une conversation d'un collègue. Une autre fois, il a cassé son téléphone parce que j'avais eu le malheur de ne pas décrocher dès son premier appel. À chaque fois, il me reprochait de le mettre dans de tels états. Pour lui, c'était moi la fautière. De mon côté, je n'arrivais pas à voir ça comme de la violence conjugale. Il ne me tapait pas. Il était souvent très gentil. Il me disait qu'il m'aimait. Et dans ma tête, un mari violent, c'est un homme qui battait sa femme. Je n'avais pas confiance que ma perte de confiance en moi venait de lui et que je vivais dans la peur constante qui s'énerve à nouveau. Je mettais aussi de côté toutes ces fois où je n'avais pas envie de faire l'amour, où il me forçait. Jusqu'au jour où je suis rentré du travail 10 minutes de retard. J'avais mis mon téléphone sur silencieux et je n'avais pas vu qu'il m'avait appelé 54 fois. Lorsque j'ai franchi le seuil de notre appartement, il m'a sauté dessus, m'a secoué et a ouvert mon sac pour y sortir mon téléphone. Il a commencé à lire mes messages, me demander avec qui j'étais, me traitant de traîné. Sous le choc, je me suis excusé et ça ne suffisait pas. Il a fini par me jeter le téléphone en plein visage, me laissant un gros bleu sur la joue. J'ai foncé à la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé, j'avais peur qu'il aille plus loin. Tout mon corps tremblait et je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. J'ai cru qu'il allait démolir la porte, il criait qu'il allait me défoncer la gueule si je n'ouvrais pas. Et puis le silence. C'était presque pire. Je me demandais où il était parti, s'il cherchait quelque chose pour ouvrir la porte, s'il allait revenir encore plus énervé. Et quelques minutes plus tard, il semble être une éternité. Il a collé son visage contre la porte et m'a présenté ses excuses. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé, que ça ne se reproduirait plus. C'est seulement à cet instant que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. En cachette, j'ai commencé des recherches Internet sur les violences conjugales. C'est comme ça que j'ai découvert le baromètre des violences, le violent-mètre. Ça m'a fait un électrochoc. J'ai pris conscience que ça faisait bien longtemps que Damien était violent et que ce n'était pas normal. Il cochait toutes les cases de la violence, me rabaisser, me faire du chantage, être jaloux, contrôler mes faits et gestes, fouiller mon téléphone, mon ordinateur, me traiter de folle, me forcer à faire l'amour, péter les plombs, me violenter. J'ai réalisé qu'il fallait que je me protège. Et une fois cette prise de conscience, je voulais fuir, mais je ne savais pas par où commencer. J'avais tout caché à mon entourage, j'avais peur qu'ils ne me croient pas, j'avais honte aussi. Comment ça allait pu arriver à moi, qui avait un si fort caractère? Au bout de 2 semaines, j'ai fini par tout raconter à ma meilleure amie. Elle est tombée des nues. Elle adorait Damien et n'aurait jamais pensé qu'il puisse être une telle ordure. Mais sa réaction m'a rassuré, elle m'a tout de suite cru, soutenu au contraire. Elle s'est excusée de rien avoir vu. Mais c'est normal, je n'avais rien dit. Elle m'a dit que j'avais besoin d'aide. Elle pouvait m'héberger et qu'il fallait que j'en parle à mes parents. Je savais que je ne pourrais pas quitter mon appartement, que Damien ne me laisserait pas partir. J'étais terrifié à l'idée de rentrer chez moi et qu'il se montre encore plus violent. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai tout raconté à mes parents. Sous le choc, ils se sont d'abord excusés, eux aussi. Ils m'ont ensuite dit que si je le souhaitais, je n'avais pas besoin de retourner à l'appartement. Ils m'ont accompagné au commissariat pour porter plainte, puis j'ai fait une liste de toutes les affaires que je devais garder, ils sont directement allés les chercher. Ils ont passé l'après-midi à vider l'appartement, début de soirée, Damien est rentré du travail. Mes parents lui ont expliqué que j'avais porté plainte et qu'ils n'avaient pas intérêt à m'approcher ou à me contacter car ils risquaient de lourdes peines juridiques. Le pire, c'est que devant eux, Damien a joué les innocents. Il fait semblant de ne pas comprendre. Heureusement que mes parents n'ont pas douté de moi. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Voilà. C'est cette situation qui
ne se termine pas, en fait. Même quand on quitte, il y a des choses qui se passent après. Donc les jours suivants, Damien m'a harcelé d'appels et de messages d'injures auxquels je ne répondais jamais. Au bout d'une semaine, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai bloqué tous les réseaux sociaux. Et chez mes parents, je me sentais soulagé car si j'avais été enfermé pendant des années et que j'étais à nouveau libre. Je ne peux pas dire que c'était simple, j'ai vécu dans la peur pendant des mois et mon entourage a été d'une aide précieuse. Je suis resté chez mes parents le temps qu'il me fallait pour être remis sur pied. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, donc je m'étais éloigné à cause de ma relation avec Damien. En parallèle, je suis allé voir une psychologue spécialisée qui m'a apporté un soutien incroyable. J'ai aussi intégré une association qui lutte contre les violences conjugales. Cela m'a permis de parler de ce que j'avais vécu avec des femmes qui, elles aussi, étaient passées par là. J'ai trouvé une véritable famille de cœur. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans que j'ai quitté Damien. Cette histoire m'a laissé des traces. Même si je peux donner un conseil aux femmes qui ont une violence conjugale, c'est d'abord de parler à votre entourage. C'est à partir du moment où on cache des choses à ses proches, par honte ou par peur, c'est qu'il y a un problème. Si votre entourage ne se montre pas assez présent, que vous n'arrivez pas à lui parler ou que vous avez besoin de plus de soutien, n'hésitez pas à contacter les associations numéro d'urgence spécialisées des psychologues. N'oubliez pas que vous pouvez vous en sortir et qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Donc, vous voyez qu'ici, on peut retenir la violence conjugale qui se caractérise par un cycle. Ici, dans ce témoignage, c'est un auteur parfaitement intégré, socialement, bonne situation professionnelle, charmant, en public, gendre parfait. Et il s'agit ici de ce qu'on pourrait appeler un pervers narcissique. Et que c'est souvent l'entourage qui aide à prendre conscience des violences que vous subissez, qu'il faut beaucoup de temps pour se libérer des traumatismes subis. Je vais rapidement vous dire un autre témoignage. C'est Laetitia. Et là, elle parle plutôt de l'après, de ce qui se passe après quand on a décidé de partir pour se protéger, pour protéger son enfant. Mais c'est après que dure finalement, cet après dure toute la vie. Après, tout de suite, quand il faut trouver un lieu d'hébergement provisoire qui sera sûrement durable. Après, quand vous allez à la police pour tenter de déposer une main courante ou une plainte. Après, quand votre ex-compagnon tente de vous noyer par tous les moyens, violence économique, psychologique, menace sur vous et les enfants. Après, quand vous avez la chance de rencontrer, de reconstruire une relation, que la violence de votre ex redouble. Après, quand l'autre parent vous dit et redit que vous ne serez jamais tranquille. Après, quand vous développez des migraines, des angoisses chroniques. Après, quand vous devez assumer les absences et retards du parent ou gardien lors du droit de visite, puisque ce n'est qu'un droit pour lui, mais une obligation pour vous. Après, quand vous devez supporter le poids des préjugés, des représentations, l'absence de formation sur les questions des figures parentales, des violences conjugales, de la famille. Après, quand vous n'avez plus les moyens financiers de rentrer chez vous dans votre pays. Après, quand même, après 10 ans, quand vous vivez dans la peur, car vous ne savez jamais ce qui peut se passer demain, comment va réagir votre ex-compagnon. Après, quand vous savez qu'aucune limite réelle n'est posée à la violence. Après, que vous devez reconstruire avec ça. On a beaucoup parlé des violences conjugales, mais aussi des enfants. Dans notre établissement, nous avons créé un service spécifique, spécialisé pour le suivi des enfants. Nous l'avons appelé « Petits yeux, petites oreilles ». Alors pourquoi cette prise en charge spécifique? Parce qu'un enfant exposé à la violence conjugale englobe le fait de voir, d'entendre, d'observer les effets de la violence. Ce sont donc des témoins oculaires, auditifs, donc des victimes par extension de scènes de violences verbales ou physiques qui se jouent dans leur environnement proche. Ils sont exposés à la violence, qu'ils soient aux premières loges ou cachés sous la couette. Ils peuvent aussi devenir des témoins, résultat de la violence, ou devenir des victimes directes. Donc les conséquences peuvent être multiples sur le plan scolaire, social et psychique pour un enfant. Et on le voit dans l'enfance des autres. Beaucoup d'auteurs de violence ont subi ou été témoins de violences conjugales dans leur enfance. Et donc, il faut absolument non seulement suivre, évidemment, la femme victime, mais aussi les enfants et les faire suivre par un psychologue. C'est la moindre des choses qu'il faut leur proposer dans ces cas-là.
Et en dernier, je vous propose de vous lire un témoignage d'un auteur de violence. Puisque notre service, notre établissement, a créé également un service spécifique d'accompagnement des auteurs de violence, parce qu'il faut savoir que, d'une part, les femmes victimes ne quittent pas définitivement la première fois leur domicile, mais il faut 5 ou 6 départs en moyenne pour partir définitivement d'un domicile où existe la violence conjugale. Et d'autre part, l'auteur de violence, c'est un récidiviste. Donc, s'il quitte cette campagne, il peut récidiver avec une autre campagne. Donc voilà Marcel qui nous raconte. C'est son témoignage. Collé contre le mur, la main sur sa gorge, qui la maintient et la mienne. Je me vois faire et pourtant pas possible de retirer cette main. Pas possible de stopper cet élan de violence venu de chez où. Ou plutôt si, puisque je lui hurle des véhémences qui ne lui sont pas forcément adressées. Cette fois, c'est trop. Les excuses confuses ne suffiront pas à l'espoir d'un avenir pour m'imposer, comme tout le monde. Je cherche sur Internet, je trouve Alsace, violence conjugale, et il y a accompagnement aux actes de violence, des mots et ma UX pour le dire. La recherche porte ses fruits, des mots pour le dire. Jeu de mots qui en dit long sur l'activité de l'association auteur de violence, et c'est bien de moi dont on parle. Il ne reste qu'à ravaler sa fierté et trouve le courage d'appeler puisqu'il y a une permanence téléphonique. Bientôt la trentaine, il est temps que ces excès de violence cessent. J'annonce à ma compagne mon dessein de prendre contact avec cette association et bien sûr, elle m'incite à le faire. Longue respiration, j'appelle une psychologue prénommée Karima, me répond. Je lui expose succinctement les derniers événements et d'une manière très douce et rassurante, elle me dit « C'est très courageux de ma part d'avoir franchi le cap de cet appel ». Elle m'expose ensuite l'accompagnement de son association propose, le suivi téléphonique, les séances de psychobox avec un certain Richard Elboud. Ce premier échange me fait du bien. J'ai pu parler, même brièvement, de cette violence. Je me suis senti écouté, sans jugement, et obtenu le sentiment de ne pas être seul dans mon marasme. À la fin de notre échange, nous avons fixé un rendez-vous prochain, et Karima a bien insisté sur le fait que je pouvais la contacter si besoin en était. Convaincu que cet entretien et celui à venir suffiraient à réprimer mes excès de violence, je me disais alors qu'il n'aurait pas besoin avant la date fixée. C'était sans compter sur une consommation importante d'alcool et une violence latente à mon fort intérieur. À peine quelques jours plus tard, en état d'ivresse, je me retrouve dans la même situation, sa gorge dans ma main, moi gueulant. Je ne sais comment, mais je la lâche. Sors de l'appartement, appelle Karima. Elle répond tout de suite, me voilà déjà un peu soulagé. Nous échangeons sur ce qui vient de se passer. Je lui fais part de mon état de stress, d'énervement, d'inquiétude, dessoulant peu à peu. Elle me fait remarquer que je ne fais qu'éluder ces questions pour ne répéter absolument que les mêmes choses, m'invitant ainsi à réfléchir à la situation de manière plus large à cette crise, prémisse balbutiante d'une réflexion. D'ordinaire, les séances de psychobox proposées par l'association ne se font qu'une fois par mois. Sur ma demande, Karima accepte d'appeler M. Elbrun afin d'obtenir une séance en fin de journée. La semaine précédente cette séance fut plutôt sereine. La seule appréhension d'un travail sur ma violence a suffi de me faire sentir calme. Karima m'a expliqué en quoi consistait la psychobox. Ancien pratiquant de sport de combat, l'idée d'un travail sur moi-même, axé sur l'échange avec 2 psychologues mêlés à une courte séance de boxe, destinée à l'observation de mon corps en situation de violence, m'a réellement donné envie d'essayer. La première séance fut réellement très riche et intéressante. Lors de la première partie, nous avons échangé à 3 sur la raison de ma venue, la violence que j'inflige à ma compagne. Ensuite, j'ai combattu avec M. Elbrun, carrément en observatrice du duel. Après 7 minutes physique, minute et demie de physique, n'a fait qu'à faible toucher, nous avons partagé nos 3 points de vue quant à ce combat. Ceux des protagonistes ainsi que l'observatrice partagent mon positionnement corporel dans un combat. Et suite à cet échange, me sentant en confiance, j'expose succinctement certaines situations de violence que j'ai pu connaître plus jeune. Le portrait que ma mère fait de mon père, un type alcoolique et violent, elle me dit que je lui ressemble beaucoup. La première de nombreuses bagarres
Voyant mon petit frère se faire rosser par un plus grand, je prends une chaise et fracture les 2 tibias de ce grand plus costaud que moi. En sortant de cette séance, je me sens serein, presque comme si ces problèmes étaient derrière moi, et qu'une autre vie se dessinait enfin. Sensation rapidement résorbée par le quotidien à nouveau, des situations difficiles avec ma compagne. Les 6 mois qui ont suivi ont été une alternance de conflits avec elle, d'anonymes adversaires sur fond d'alcool et d'autres produits stupéfiants, de coups de téléphone à Karima à des heures peu raisonnables, de séances de psychobox régulières, une alternance de ma réalité et la volonté de changer. Quand bien même, je sentais le bénéfice du travail efficient qui m'a amené doucement à me poser de vraies questions sur moi, mes origines, l'origine de ma violence. Il m'était encore impossible de réprimer cette violence à l'encontre de ma compagne ou de personnes rencontrées au hasard. Quel est mon rapport à la violence aujourd'hui? La violence est toujours là, prête à sortir, mais bien mieux contenue, comme apprivoisée. C'est sans doute à l'heure de croire que la violence est une maladie, bien plus encore de croire qu'on est guéri. J'y réfléchis, même si ce n'est pas évident. Je sais mieux ressentir quand elle émerge. Et à ce jour, je pense que je suis plus à même de la reporter sur l'exercice physique et la réflexion. Je comprends mieux d'où elle vient et à qui elle peut s'adresser. Je pense discerner plus aisément qu'avant cette violence les autres dans le monde qui m'entoure. Voilà ce témoignage et qu'on a estimé qu'avec l'écoute et le suivi psychologique de la Psychobox, nous avons pu réduire à 50% la récidive des auteurs de violences, éviter une dizaine de meurtres. Karima est aujourd'hui experte sur les problématiques de violence et travaille notamment avec le GIPN et des pompiers dans une région du Grand Est. Voilà, alors comment peut-on retenir de ces témoignages dans le contexte d'une vie de situation d'expatrié? Tout d'abord, comme vous l'avez tous dit, il faut prendre très au sérieux toute situation s'apparentant à la violence conjugale et à la parole de la femme victime. Attention aux auteurs pervers narcissiques, de véritables manipulateurs. Rares sont les auteurs qui reconnaissent leurs actes. Et comme vous l'avez dit, tout consulat doit identifier, former une personne dédiée à l'écoute, la prise en compte des violences conjugales des expatriés, être en contact aussi avec un psychologue. Si nécessaire, accompagner la personne auprès de la police, évidemment, pour porter plainte, et si nécessaire, accompagner la victime au domicile pour récupérer ses affaires. Ensuite, identifier un lieu refuge, comme vous l'avez dit, pour héberger la victime, appartement dédié, centre d'hébergement local, l'importance de l'anonymat, comme vous l'avez dit aussi. S'informer des mesures de protection pour les victimes dans le pays hôte, s'informer de la protection juridique existante. En Russie, par exemple, la violence conjugale n'est pas reconnue, n'existe pas juridiquement. Voir comment la police du pays accueille et traite les faits de violence conjugale. Comme on l'avait dit, identifier l'aide de soutien avec tous les partenaires que vous avez cités et prendre en compte les enfants témoins de violence. C'est important, il faut absolument prendre en compte leur situation. Il faut les considérer comme des enfants maltraités, la même situation que les enfants maltraités. C'est important. Et pour des auteurs de violence, je pense qu'il faut apprécier le degré de violence et de danger par rapport à la sécurité de la victime. Un entretien avec l'auteur pourrait être possible. Ce qui n'est pas qu'on déconseille souvent, c'est la médiation avec le couple après des violences conjugales. Elle n'est jamais opérante, mais elle peut mettre en danger la victime, surtout si l'auteur s'avère être un pervers. Alors, ma question, quelle est de l'aide d'urgence financière? Je sais qu'on en a parlé récemment dans les médias, versée par la CAF, je crois, qui est versée par la CAF, entre 300 000 et 300 euros. Et puis, peut-être quelques remarques de nos expériences d'accueil et d'hébergement. Je crois qu'il y a des cas critiques que nous avions à traiter, agression de femmes durant leur période d'hébergement, attaque au couteau d'un collègue de travail intervenant lors d'une agression, enlèvement d'enfants et récupération à l'étranger grâce au soutien du consulat, meurtre d'une femme hébergée par une association partenaire, déplacement pour la protection de femmes victimes et de leurs enfants dans des régions éloignées pour les protéger des violences subies. Voilà, en quelques mots,
Merci de m'avoir écouté. Et puis, bien sûr, je suis Merci, prêt à vous répondre. merci infiniment René. C'est vrai que ces témoignages sont extrêmement émouvants, les trois. Et en fait, ce qui m'attriste, c'est que malheureusement, ils sont incroyables car toutes les histoires qu'on a entendues pendant le Grenelle de violence conjugale ressemblaient à ces histoires et se dire qu'elles sont toutes si similaires, en fait, ça fait froid dans le dos. Et du coup, rappeler l'intérêt primordial du baromètre, le violentomètre, et l'accès à l'information. Et vraiment, j'en ai la chair de poule. Merci, merci infiniment. C'était waouh, difficile. Je laisse la main à Alexandre et moi je vais embarquer en fait. Merci, merci Madame la députée. Non, juste pour conclure, on a répondu, merci à Zaida et Sylvie dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. On fera une coordination avec les intervenants. Euh, je suis encore glacé, René, voilà, par les témoignages. Euh, Juste dire deux choses. La première, c'est qu'il y a vraiment une équipe France solidaire où c'est vraiment l'administration, les élus, les entraides, les associations. C'est en travaillant ensemble et en mettant en place une stratégie qu'on peut concrètement aider les personnes. Donc, si la personne l'autorise, essayer qu'il y ait dans chaque pays peut-être cette équipe qui se mette en place pour aider au mieux la personne. Et je parle en tant qu'élu, mais aussi en tant que président du NOLES. Et la dernière chose, c'est merci aux intervenants. C'est vraiment ce qu'on veut continuer à faire avec la fibre, c'est-à-dire pour les OLES et pour les élus aussi, essayer de faire des choses très pratiques. Donc, j'étais émerveillé de voir tout ce que l'administration française fait et va faire. Vraiment, je suis émerveillé et il y a vraiment un dynamisme. Et aussi ce que font les associations locales. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer des sujets aussi sur lesquels vous voulez qu'on fasse des workshops. On a bien noté le staff, la question de la difficulté de monter des dossiers staff. On va peut-être refaire une conférence sur ça pour essayer d'aider, de vous aider. Donc voilà, merci à tous et à très vite.